Ah, j'aime entendre ça. Alors, je voudrais tout d'abord remercier deux personnes que j'ai oubliées la semaine dernière et mardi. Deux personnes qui sont très discrètes lors des conférences, mais qui sont des personnes très importantes, grâce auxquelles la technologie fonctionne lors des conférences. Et ainsi, l'école de français peut en garder une trace grâce à la vidéo que l'on peut alors placer sur notre site web. Il s'agit bien sûr d'Utam Tejedor Alonso. Il adore dire son nom. En ce qui concerne la technologie, et d'Isabelle Caron en ce qui concerne le filmage de la conférence. Merci beaucoup à vous deux. Ko Pascal Sommet est originaire du Burkina Faso, où il a fait des études de littérature française à l'université de Ouagadougou. En 1992, il est allé en France pour préparer une thèse de doctorat en sciences du langage. Thèse qu'il a soutenue en 1998 sur une approche linguistique des romans burkinabés francophones. Depuis plus de 18 ans, il enseigne comme professeur certifié de lettres la linguistique française. Il a d'abord enseigné à Montpellier 3, puis il enseigne maintenant à Paris Diderot. Parallèlement, il enseigne à l'école de français de Middlebury College à Paris depuis 2004. Et il enseigne également à Middlebury College à Paris depuis l'année dernière. Voilà. Oui, vous allez, pour les Parisiens, vous allez le revoir à l'automne, n'est-ce pas? Voilà. Depuis 2018, il est maître de conférences en linguistique française pour le compte de l'université Paris Diderot, qui désormais s'appelle Université Paris-Cité. C'est une histoire compliquée, le nom de cette université, n'est-ce pas? C'est réglé. Mais c'est réglé. Ah, nous sommes contents de le savoir. Ses recherches portent essentiellement sur trois axes: le système des temps du français et son enseignement, en FLM et FLE, l'analyse linguistique du français langue africaine, les politiques linguistiques en Afrique francophone. Il a publié en 2019 l'ouvrage « Comprendre les temps du français, une approche instructionnelle » qui a été publié chez Michel Oudiard. Et en 2022, il a publié avec Jean-Michel Benayoun et Jean-Philippe Zgwobo « Voix africaine, voix émergente, langue, développement et dynamique interculturelle ». Cela a été publié aux éditions des Archives contemporaines. Je ne citerai que ces deux ouvrages, mais Pascal a publié bien d'autres textes. Je connais Pascal ainsi que sa famille depuis plus de 15 ans, au moins 15 ans. Bien avant que je ne devienne directrice de notre école, dans un temps différent, je passais beaucoup de temps à Middlebury l'été pour travailler sur ma recherche, entre autres, et un jour j'y ai rencontré Pascal et Isabelle et leurs enfants. Il y en avait que deux à l'époque, puis il y en a eu un troisième, qui est ici parmi nous ce soir. Isabelle, qui n'enseignait pas encore dans le programme, et moi-même passions beaucoup de temps ensemble. Nous allions au lac, à la piscine, faire quelques courses, etc., etc. Quand Pascal se joignait à nous, et que leurs enfants et les nôtres, j'en ai 3, jouaient ensemble et parfois se chamaillaient, j'étais toujours étonnée que, dès que Pascal disait quelque chose, les enfants arrêtaient immédiatement de se chamailler et d'être turbulents. J'étais éberluée, le suis encore, car moi j'avais beau crier, m'époumoner, rien n'y faisait. Mais Pascal, quand il parle, on l'écoute. Ça ne veut pas dire que vous ne devez pas m'écouter, parce que je ne veux pas m'époumoner ni crier, d'accord? J'ai horreur de ça. Et Pascal vous parle toujours doucement. Une des choses que j'apprécie le plus chez lui, c'est donc sa douceur. Mais c'est quelqu'un qui sait aussi écouter, ce qui est une autre grande et rare qualité. Pascal a également beaucoup d'humour, ce qui est inestimable quand on a eu une journée stressante. Il sait toujours quoi vous dire pour vous faire rire ou vous faire sourire. Mais surtout, Pascal est un roc sur lequel on peut s'appuyer, une personne sur qui on peut toujours compter, et cela est plus que précieux. Autre chose que vous ne savez peut-être pas, il joue au foot. Mais je crois que tout le monde le sait. Hein. Il joue aussi au volley. Et son sport et loisir préféré, c'est le foot.
Ses clubs de cœur sont, je suis désolée pour les autres, l'OL, Arsenal et le Real de Madrid. Désolé Didier. Didier qui habite à Madrid préfère le Barça. Ouais, moi je ne dis rien, je suis neutre. Ce soir, Pascal nous parlera de l'enseignement bilingue au Burkina Faso. À quand un partenariat durable entre les langues d'origine africaines et le français? Le Burkina Faso, qui est un jeune État moderne, indépendant de l'Afrique de l'Ouest, porte encore les stigmates de la colonisation à bien des égards. Pays francophone et multilingue, son système scolaire à bout de souffle est caractérisé par une domination sans partage du français dans l'enseignement formel, malgré une longue expérimentation de l'enseignement bilingue, à savoir le français et les langues burkinabées. Enseignement bilingue dont la pertinence est avérée et reconnue de nos jours. Dans cette communication, Pascal fera le point sur les enjeux pour le pays de Thomas Sankara et d'Ibrahim Traoré. Il fera le point sur les enjeux de ce type d'enseignement bilingue, qui est un facteur d'intégration linguistique, socio-culturelle, économique et politique. Vous savez combien tout aspect qui a trait au monde francophone et à si diverses cultures et langues me tient à cœur. Et je pense que dans une autre vie, j'étais africaine et dans une autre vie, j'étais nord-africaine. Je suis absolument ravie que nous ayons la possibilité d'écouter Pascal ce soir. Veuillez l'accueillir très chaleureusement. Armelle, je te remercie de tous ces mots chaleureux, je te remercie de ta confiance, je te remercie de ton amitié. Au Burkina Faso, on dit donner, ajouter, ce n'est pas frapper. Donc je vais donner, ajouter pour remercier encore toutes les personnes qui se dévouent chaque jour, notamment pour que nous puissions faire ces conférences, ces échanges de manière zen, comme on le dit en bon français. Je vous remercie d'être venus aussi nombreux par intérêt pour ce sujet, par sympathie et par amitié. J'aimerais commencer par quelque chose, si vous me le permettez, que nous puissions faire une toute petite tempête du cerveau. J'aimerais vous demander que vous connaissiez ou pas le Burkina Faso. Quand vous entendez Burkina Faso, qu'est-ce que cela évoque pour vous? Un mot, une image, une idée. Sankara. Sankara, d'accord. Haute-Volta. Haute-Volta. Avant le Burkina Faso, il y a eu la Haute-Volta. Tout? Pascal. Pascal n'est qu'un pâle reflet du Burkina Faso. Ouagadougou. Ouagadougou. Très peu de gens savent prononcer ce mot Ouagadougou jusqu'au bout. Mais vous êtes très positif et positive alors. Donc habituellement, quand on entend parler du Burkina Faso ces temps-ci, ce n'est pas très joyeux. On entend souvent l'un des pays les plus pauvres du monde. On entend souvent que c'est un pays très dangereux. Alors pour moi, le Burkina Faso, c'est la terre de mes ancêtres. Mes ancêtres, les voltaïques, comme vous le disiez, qui sont devenus burkinabés. Même si aujourd'hui je suis et burkinabé et français. Et donc tout ça, il faut l'assumer. Le Burkina Faso, pour moi, ce n'est pas un des pays les plus pauvres du monde. C'est un pays qui est accidentellement pauvre, économiquement, mais qui est très riche, qui est riche de beaucoup de choses, riche de ses nombreuses ressources minières. On ne le dit pas souvent, mais ce qui explique la présence de la guerre et du terrorisme.
riche de son soleil, qui est une énergie incroyable. Le jour où on saura capter cette énergie, le Burkina Faso pourra se développer économiquement. Le Burkina Faso est aussi riche de ses femmes et de ses hommes qui ne se laissent pas faire. Le Burkina Faso est riche de ses nombreuses langues, cultures, dont il sera question ici. Le Burkina Faso, pour moi, ce n'est pas un État dangereux, un territoire dangereux en ce moment. C'est simplement un État isolé sur le plan international, probablement délibérément, mais qui se bat avec les moyens du bord pour restaurer son intégrité territoriale. Le Burkina Faso, comme vous le voyez sur cette carte, sur le plan géographique, est un pays enclavé. Aucun accès vers la mer, ce qui est un handicap. Avec au nord, nord-ouest le Mali, nord-nord-est le Niger, et au sud la Côte d'Ivoire, le Ghana, le Togo et le Bénin. Quelques repères en matière d'histoire. Le Burkina Faso, vous le savez, est une ancienne colonie française qui a pris son indépendance le 5 août 1960. Et depuis le 5 août 1960, il y a eu des régimes démocratiques sur la base d'une constitution jusqu'en 1980 où il y aura le premier coup d'État militaire. Ce premier coup d'État militaire sera suivi d'un deuxième coup d'État militaire qui va finir par porter au pouvoir quelqu'un dont vous avez évoqué le nom, à savoir le capitaine Thomas Sankara. Celui-là même qui va instaurer la révolution démocratique et populaire et qui va propulser le Burkina Faso sur la scène internationale. Il aura travaillé 4 ans pour le faire avant d'être assassiné de manière horrible par son compagnon d'armes et ami Blaise Compaoré, qui pourra ensuite, par la force des choses, établir ce qu'on appelle une démocratie qui lui permettra de rester au pouvoir pendant 28 ans, mais démocratiquement, en modifiant la constitution démocratiquement, en ayant le soutien de la communauté internationale démocratiquement. Mais finalement, le peuple burkinabé, je vous disais, qui ne se laisse pas faire, finalement, ce sont les jeunes qui n'avaient pas connu Thomas Sankara, mais qui savaient ce que Thomas Sankara a fait, qui sont sortis dans la rue pour faire partir ce dictateur qui avait un habit de démocrate. Et depuis, retour à la case départ, transition, processus démocratique, 2022, retour au coup d'État militaire, et depuis le 30 septembre 2022, un nouveau coup d'État militaire qui porte au pouvoir un jeune capitaine, Ibrahim Traoré, qui rappelle à bien des égards le président Thomas Sankara. Voilà donc quelques repères en matière d'histoire. Un petit mot sur le nom du Burkina Faso, parce que c'est très important et que ça a un lien avec le sujet de cette communication. Le Burkina Faso s'appelait avant la Haute-Volta, et c'est grâce à la révolution démocratique et populaire de Thomas Sankara, qui voulait justement utiliser toutes les ressources linguistiques du Burkina Faso pour changer la terminologie officielle. C'est grâce à cela que la Haute-Volta est devenue Burkina Faso. Burkina signifie amoré, l'une des principales langues du Burkina Faso, intégrité ou homme, femme, intègre. Et Faso, qui vient d'une autre langue majoritaire, assez majoritaire au Burkina Faso, le Djoula, Faso signifie littéralement la terre natale. Donc Burkina Faso veut dire République des hommes et femmes intègres. Un projet politique. Les Burkinabés ne sont pas plus intègres que les autres peuples. Mais c'était tout un projet politique parce que le Burkina Faso, reconnu internationalement comme l'un des pays les plus pauvres, même si ce n'est pas vrai, devait compter sur son intégrité pour gérer le peu qu'il avait. Et les habitants du Burkina Faso s'appellent des Burkinabés. Et le bé, c'est un suffixe qui vient d'une troisième langue du Burkina Faso, le Fulfulde, qui signifie les habitants de.
Et ce suffixe, cet adjectif est invariable en genre et en nombre. Burkinabé, sans E, sans S, encore moins burkinabé ou burkinabèse. Ça n'existe pas. C'est burkinabé. Le sujet de ma communication, enseignement bilingue au Burkina Faso, à quand un partenariat durable entre les langues d'origine africaine et le français. Quelques mots sur ce titre. Je vais parler d'enseignement, donc de système éducatif, essentiellement. Je parle d'enseignement bilingue au sens où je parle de la relation d'un partenariat entre le français, langue standard, le français, langue africaine, et les nombreuses langues d'origine africaine sur le territoire burkinabé, qui sont au nombre de 59. Nous allons donc parler de langue. Quand on parle de langue, la langue n'est pas un simple système de communication. C'est un système de communication qui permet à des êtres humains de construire une identité culturelle, une identité individuelle. Donc on parlera de culture. Les langues, quand on parle de société multilingue, on ne peut pas ne pas parler de développement durable. Parce que dans les sociétés multilingues, les langues sont une ressource indispensable pour un développement durable. Et pour des pays anciennement colonisés, il est difficile de parler de langue sans parler de politique. Donc il sera question de tout cela dans ce partenariat durable entre la langue française et les langues nationales. Pourquoi partenariat durable? Pour moi, le partenariat durable, c'est un partenariat qui est le contraire d'un partenariat expérimental, ponctuel, ce qui est le cas de l'enseignement bilingue pour l'instant au Burkina Faso. Un partenariat durable, c'est un partenariat qui va être au service d'un développement durable pour l'épanouissement de la population, pas pour défendre des langues. Parce que pour moi, on ne défend pas une langue. Les langues n'ont pas besoin qu'on les défende, mais par contre, on en a besoin pour s'épanouir. Et donc ici, la question que je pose, c'est vraiment un cri du cœur. À quand ce partenariat durable? Je vais vous présenter ce cri du cœur en 4 étapes. La première étape consistera à vous présenter très rapidement le contexte sociolinguistique, c'est-à-dire les langues en contact au Burkina Faso. Dans un deuxième temps, je vais m'intéresser très rapidement aussi à la politique linguistique du Burkina Faso, avant de commencer à mettre en place, à présenter, dans un troisième temps, ce que j'appelle la longue marche expérimentale vers un enseignement bilingue généralisé qui se fait encore attendre, en présentant ces 2 étapes et en insistant sur ces enjeux. Et je terminerai par la question suivante. L'enseignement bilingue généralisé au Burkina Faso est-il une utopie? Si ce n'est pas une utopie, dans quelle mesure c'est possible? Est-ce que le moment est venu de le faire? Le contexte socio-linguistique, les langues en contact au Burkina Faso, vous avez cette carte linguistique du Burkina qui vous montre ce morcellement linguistique et culturel, parce que ces langues correspondent à des cultures à part entière, avec cependant 3 langues saillantes que vous voyez bien sur cette carte. Le moré qui occupe le plateau central, on va dire pour simplifier, le djoula qui occupe toute la partie ouest et même un peu sud-ouest, et le fulfulde, la partie nord, en partage avec le Niger et le Mali. Malgré ce morcellement linguistique, on peut identifier quelques principaux groupes ethniques du Burkina que vous avez ici, au nombre de 10. Et le Dagara que vous voyez là, c'est une de mes langues maternelles, c'est la langue du village d'origine de mon papa. Ma maman était Sénoufo, de ce village, et nous avons vécu à Koudougou, au centre, où nous avons dû apprendre une autre langue, pour insister sur le fait que le plurilinguisme chez les Burkinabés, c'est quelque chose de naturel.
ce n'est pas une exception. Vous avez ici un tableau d'un chercheur, Kiedrabero, qui a essayé de montrer comment on pouvait retenir 13 langues pour un aménagement linguistique au Burkina Faso. Ces 13 langues sont retenues avec des critères que vous voyez ici, le poids démographique plutôt, à savoir les locuteurs, locutrices, natifs, natives de ces langues, l'état de description, autrement dit, le nombre d'ouvrages significatifs de description de la langue qui existe. La sous-commission nationale, c'est quelque chose qui a été mis en place dans les années 70, au moment où la Haute-Volta, à l'époque, voulait mettre en place une politique linguistique en faveur de langue nationale. Il fallait des sous-commissions par langue pour justement travailler à une description systématique de toutes ces langues. Et donc, ces 13 langues ont une sous-commission nationale. La couverture géographique, vous voyez dans quelle mesure elle est assez importante pour certaines langues et moins pour d'autres, ce qui ne signifie pas toujours grand-chose. Et enfin, les autres pays où la langue est parlée. À partir de ces critères, j'ai mis en rouge les 3 langues qu'on considère comme majoritaires pour la vie en société au Burkina Faso, à savoir le Moré, le Fulfulde et le Djoula. Quand vous parlez ces 3 langues, vous êtes en mesure de vivre dans n'importe quelle région du Burkina Faso. Donc malgré ce morcellement linguistique, il y a de quoi faire une politique linguistique intelligente. Pour récapituler cette présentation des langues en contact, il y a une 60aine de groupes linguistiques et culturels au Burkina Faso, 3 grandes familles linguistiques, langue mandé, 17%, langue go ou voltaïque, 63%, ce sont les langues les plus nombreuses, et puis les langues ouest-atlantiques. Le moré, qui est l'une des langues majoritaires, parlée par 50% de la population, à peu près, et les 50% restants occupés par les autres langues. Ces 59 langues sont des langues et non pas des dialectes, comme beaucoup de gens ont tendance à penser. Quand sur un territoire en Afrique, on dit qu'il y a 40, 50, 60, 100 langues, on vous dit, mais vous êtes sûr que ce sont des langues? Est-ce que ce ne sont pas des dialectes? Non, ce sont des langues à part entière, puisqu'il n'y a pas d'intercompréhension et qu'elles sont véhicules de cultures distinctes. Depuis la fin du 19e siècle, une langue de la famille des langues indo-européennes, le français bien sûr, va faire son entrée et occuper une place de choix. Cette place de choix va provoquer ce qu'on appelle en sociolinguistique une forte diglossie, à savoir une situation dans laquelle une des langues, le français, va être une langue dominante, valorisée, survalorisée, au détriment des langues locales. Et donc, je le disais à l'instant, le plurilinguisme, c'est quelque chose de fréquent, de normal, de banal, en tout cas au moins dans les villes burkinabè, alors que les villages sont plutôt sujets au monolinguisme. Je passe à la deuxième étape de ma présentation, à savoir la politique linguistique qui a été menée par le Burkina Faso, en commençant par la Constitution, la loi fondamentale. En 1960, avec la nouvelle Constitution suite à l'indépendance du Burkina Faso, nous avons ici le titre 1, l'article 1 de la Constitution qui dit ceci: la langue officielle est le français. On ne peut pas être plus clair et plus bref. 2 remarques. Ceci n'est que la reprise de la constitution de la Fédération du Mali avant l'indépendance du Burkina Faso. Et on voit bien que là, la loi fondamentale ne connaît pas l'existence de langue locale en Haute-Volta. En 1977, il y aura une deuxième constitution qui va permettre d'évoluer très légèrement. La langue officielle de la Haute-Volta est le français.
une loi fixe les modalités de promotion et d'officialisation des langues nationales. On reconnaît l'existence d'autres langues qu'on va appeler langues nationales, à côté du français. Mais par contre, pour leur promotion, pour leur officialisation, il faudra attendre qu'une loi en décide. C'est la première mention donc des langues locales identifiées globalement comme langue nationale, 59 versus français. Ces langues nationales sont les langues de l'identité nationale, l'identité culturelle, alors que le français, langue officielle, reste une langue d'adoption, autrement dit une langue étrangère. L'ouverture à leur officialisation par la loi s'est fait attendre, puisqu'il faut attendre 42 ans après, c'est-à-dire en 2019, en pleine guerre contre le terrorisme, pour voir enfin une loi relative à l'officialisation. Et j'insiste sur le fait que cela s'est fait en pleine guerre contre le terrorisme pour montrer toute l'importance de cette question linguistique. Parce que c'est une question vitale pour le Burkina Faso. En 2019, donc, nous aurons une évolution de la politique linguistique du Burkina Faso à travers cette fameuse loi du 23 mai 2019 qui va être votée par l'Assemblée nationale du Burkina Faso et qui sera promulguée par le président du Faso le 5 juin 2019. Est promulguée la loi portant loi d'orientation sur les modalités de promotion et d'officialisation des langues nationales au Burkina Faso. Tout finit par arriver. Un petit commentaire sur quelques-uns des articles de cette loi. L'article 1, la présente loi d'orientation fixe les modalités de promotion et d'officialisation des langues nationales. Article 2, elle a pour but de faire des langues nationales des outils de développement culturel, socio-économique et de cohésion sociale. Autrement dit, ce n'est pas un objectif patrimonial. On n'est pas en train de défendre des langues pour les défendre. C'est parce qu'on a besoin de ces langues comme outils de développement. Pas seulement de développement économique, de développement culturel et surtout de cohésion sociale. L'article 3, la présente loi s'applique à toutes les langues nationales du Burkina Faso, sans exception. Il y a aussi cette volonté d'un plurilinguisme équitable. Autrement dit, en respectant les droits linguistiques des communautés qui parlent ces langues et qui utilisent ces langues. Donc la notion de langue nationale ne sera pas réservée à quelques langues majoritaires, mais à toutes les langues du Burkina Faso. L'article 4 va préciser les contours de 18 concepts utilisés dans la loi, parce qu'il va falloir nommer les choses. Et deux concepts m'intéressent ici. C'est le concept de langue nationale, décrit par cette loi. Instrument de communication, ensemble de signes articulés propres à une communauté donnée, donc le socle culturel, est fixé sur le territoire national. Une langue est différente d'un dialecte, etc. C'est bien de le préciser. La langue officielle est définie comme langue déclarée par l'autorité publique comme langue de l'administration, de l'éducation et de la justice. Donc ce qui veut dire que si on officialise des langues nationales, il faut qu'elles deviennent langue de l'administration, de l'éducation et de la justice. Quelques articles portent sur le passage du statut de langue nationale au statut de langue officielle. L'article 12, toutes les langues nationales ont un statut scientifique. Vous allez dire, c'est très étrange. Comment toutes les langues peuvent avoir un statut scientifique? L'État crée les conditions d'accession à ce statut sans discrimination. Autrement dit, c'est un statut de droit. On ne peut pas empêcher, et même l'État doit aider dans la mesure du possible, toute langue qui dispose de moyens à accéder à ce statut scientifique. Donc, politique linguistique, plurilinguisme équitable dans l'esprit. Article 13, toute langue nationale à statut scientifique, une fois qu'on a accédé au statut, peut accéder au statut de langue officielle.
Autrement dit, il ne s'agira pas de décider sur le plan idéologique qu'on veut faire d'une langue nationale une langue officielle. Il faut que des conditions scientifiques soient réunies. Article 14. Le statut de langue officielle à accorder à une langue nationale est tributaire de son statut scientifique. L'article 15 est très intéressant parce qu'il met en place les critères qui permettent de conférer le statut de langue officielle à une langue ayant un statut scientifique. Ce n'est pas parce qu'on a une langue à un statut scientifique que, de facto, cette langue va devenir officielle, sinon on ne s'en sortirait plus. Le poids démographique de la langue, la véhicularité de la langue. Alors, la véhicularité de la langue, quand on dit qu'une langue est véhiculaire, quand cette langue est une langue pour transmettre les valeurs, la culture d'une communauté, mais en plus permet d'être utilisée entre communautés qui ne parlent pas la même langue. Donc la véhicularité de la langue, l'existence d'une masse critique documentaire sur la langue, le caractère transfrontalier de la langue. Autrement dit, il faudrait que cette langue ne soit pas parlée exclusivement au Burkina Faso. La plus-value sociale de la langue. Il faut que cette langue apporte quelque chose de fondamental au Burkina Faso du point de vue économique ou du point de vue de la cohésion sociale. Les critères suscités sont cumulatifs. Cela veut dire qu'il ne suffit pas d'avoir un poids démographique important pour devenir une langue officielle. Il faut que tous ces critères-là soient réunis. Article 16, un décret pris en Conseil des ministres détermine la langue nationale à officialiser. Donc vous l'aurez compris, il faut juste une volonté politique pour pouvoir faire de certaines langues nationales des langues officielles. Voici donc le décret. Je suis désolé pour la qualité de la photo, pour que vous voyez que ça existe bel et bien et que ce n'est pas un fantasme. En parlant de langue nationale tout à l'heure, il faut savoir que ce concept n'est pas propre au Burkina Faso, mais à beaucoup de pays africains. Les pays africains ont décidé de conférer le caractère officiel à des langues africaines. Vous avez en rouge le Burundi et le Rwanda, qui ont fait respectivement du Kirundi et du Kinyarwanda une langue nationale au Burundi et au Rwanda. Et puis vous avez d'autres pays dans lesquels on a, alors pas langue officielle, pardon, de langue nationale. Ils n'ont retenu qu'une seule langue locale comme langue nationale, pas comme langue officielle. Et d'autres pays ont retenu 2 ou 3 ou 4 ou 5 ou 6 langues comme langue nationale. Le Congo, le Lingala et le Mulukutuba, excusez-moi pour la prononciation, le Sénégal, le Diola, le Malinké, le Pula, le Sérère, le Soninké, le Wolof. Et j'ai mis en vert 2 pays assez atypiques de ce point de vue. La Mauritanie, qui retient toutes les langues d'origine africaine comme langue nationale, et le Burkina Faso, qui retient toutes les langues burkinabè comme langue nationale. Du point de vue des langues officielles, voici un tableau récapitulatif qui vous montre la répartition et les types de statuts. Vous voyez que nombreux sont les pays qui ont retenu comme seule langue officielle la langue française. Et puis nous avons des pays comme le Cameroun qui ont l'anglais et le français, la Centrafrique, le français et le sango, une langue africaine qui est officielle, au Tchad, le français et l'arabe. Au Rwanda, le français, l'anglais et une langue africaine, le Kinyarwanda. Ainsi de suite. Troisième étape de ma présentation, une longue marche vers un enseignement bilingue au Burkina Faso. Cela fait 43 ans maintenant que cette marche a commencé. Une expérimentation qui est concluante, mais non encore généralisée. On peut se demander pourquoi. Tout a commencé avec ce qu'on appelait les États généraux de l'éducation en 1994. Quand on parle d'États généraux, c'est que ça devient sérieux, que quelque chose ne fonctionne pas bien.
Il faut réunir tout le monde autour de la table et trouver une solution. Et donc, la convocation d'Assises nationales sur l'éducation, appelée États généraux de l'éducation, une commission est créée, c'est ce qui m'intéresse dans ces États généraux, une commission est créée pour réfléchir sur la place des langues nationales dans le système éducatif. Et que propose cette commission? Une proposition qui va être validée en séance plénière. La commission propose une recommandation préconisant l'officialisation de 3 langues nationales aux côtés du français. Vous aurez deviné lesquelles? Le Fulfulde, le Moré et le Djoula. Donc on est d'accord. En 1996, suite à ces états généraux, il y aura une loi appelée Orientation de l'éducation au Burkina Faso qui va décider de dispositions générales. Les langues d'enseignement sont le français et les langues nationales. Enfin, on y arrive petit à petit. D'autres langues interviennent comme véhicules et disciplines d'enseignement dans ces établissements d'enseignement. L'organisation de l'enseignement des langues est précisée par décret pris en Conseil des ministres. Donc ça dépendra encore de l'exécutif, du politique. On n'est pas encore sorti de l'auberge. Mais nous avons ici la reconnaissance au moins explicite de la place des langues nationales dans l'enseignement non formel et formel. Ce qu'on appelle l'enseignement non formel, c'est ce qu'on appelle l'alphabétisation au Burkina Faso, c'est-à-dire on apprend à lire et à écrire dans sa langue maternelle qui n'est pas le français. Et l'enseignement formel est exclusivement en français. Donc il y a une promotion et une valorisation des langues nationales ici. Cette loi va permettre un développement conséquent, très important, de l'enseignement bilingue français, langue nationale. En 2007, cela veut dire que quelque chose n'a pas vraiment fonctionné. Si on a besoin de remettre en place une loi pour dire ceci, les langues d'enseignement utilisées au Burkina Faso sont le français et les langues nationales, aussi bien dans la pratique pédagogique que dans les évaluations. Ça veut dire qu'il y avait des expérimentations qui permettaient de faire de l'enseignement bilingue, mais arrivé aux examens, c'était les mêmes examens nationaux en français. Donc, on va rajouter une couche sur le plan juridique. D'autres langues peuvent intervenir, etc. Les articles 13, 31, 32, 33 de cette loi vont permettre de développer la promotion et la valorisation explicite des langues nationales dans l'enseignement. Et ça va donner un vrai coup de pouce à ce qu'on a appelé l'enseignement bilingue ou plurilingue, avec la valorisation de 9 langues nationales qui vont être utilisées dans différentes formes d'expérimentation. Cet enseignement biplurilingue se limite à l'école primaire essentiellement, à une exception près. L'intégration très progressive des langues nationales dans l'enseignement formel s'est faite en 2 étapes. La première étape, 1980-1990, on part d'un constat d'échec de l'éducation monolingue depuis 1970. L'enseignement exclusif en français ne fonctionne pas. Le taux d'échec est impressionnant. Bien sûr, il y a d'autres facteurs que l'utilisation exclusive du français, mais l'utilisation exclusive du français est un des facteurs dominants. Imaginez un instant que des enfants qui n'ont jamais entendu parler le français dans leur environnement, qui arrivent à 7 ans à l'école primaire et qui doivent apprendre tout exclusivement dans une langue étrangère. On sait bien que les enfants ont encore un cerveau très élastique, mais tout de même, on a besoin d'immersion aussi. Mais c'est l'entrée, en tout cas ça va déterminer l'entrée des langues nationales de manière significative dans l'enseignement formel. Puisque ça ne marche pas, tentons d'introduire les langues nationales. 3 langues qui sont représentatives du Burkina Faso, Moré, Djoula, Fulfulde, vont être utilisées dans cette première expérimentation en zone rurale.
Et ça commence déjà assez mal, parce qu'il y aura encore une diglossie entre les zones rurales et les zones urbaines. La réforme est très critiquée parce qu'elle est très mal préparée. On propose cette introduction des langues nationales en zone rurale, qui plus est, mais quel avenir pour ces enfants? Donc la population n'a pas suivi. L'expérimentation a été brutalement arrêtée par la révolution de Thomas Sankara. C'est un échec, mais un échec apparent seulement, puisque, deuxième étape, à partir des années 90, on va assister à une très longue et étendue expérimentation de l'enseignement bilingue. Je vous ai fait ce tableau récapitulatif qui permet de voir à la fois que cet enseignement bilingue était envisagé dans l'enseignement non formel, l'alphabétisation, avec 3 centres, on va dire, gérés par 2 associations locales pour les 2 premiers et par l'État pour le dernier. Dans l'enseignement non formel, utiliser les langues nationales et le français pour répondre à des demandes sociales, la participation communautaire. Ça devait servir aussi de passerelle pour que certains de ces élèves puissent passer après dans l'enseignement formel. C'était également dans les zones rurales ou périurbaines, mais en tout cas, il y avait l'enseignement bilingue avec 8 langues concernées. Du côté de l'enseignement formel, qui m'intéresse ici, à savoir l'école en français, 3 structures d'expérimentation, ce qu'on appelait les écoles satellites, qui ont été mises en place par une coopération entre l'État et l'UNICEF, une association locale à l'est du Burkina Faso, et ce qu'on appelait les écoles bilingues, qui sont vraiment ce qu'on peut appeler des écoles bilingues, coopération entre l'État et une ONG suisse, OSEO. Et vous voyez que j'ai marqué les langues qui sont prises en compte pour les écoles satellites, plusieurs langues nationales, pour les écoles bilingues également, et pour l'association locale, une seule langue nationale. Les perspectives sont différentes aussi, perspective nationale ou étendue nationale ou perspective locale. Pour les écoles satellites, comme vous le voyez, le bilinguisme ne concerne que les 3 premières années de l'école primaire. Autrement dit, c'était déjà bien. On part du principe qu'en utilisant majoritairement les langues maternelles, on va dire première langue des enfants, les 3 premières années, ça peut permettre d'améliorer l'acquisition du français. Mais les langues nationales étaient là pour permettre l'acquisition du français. Alors que pour les 2 autres structures, on était dans la perspective d'un cycle complet du primaire. Seules les écoles bilingues État-OSEO avaient un continuum qui partait du préscolaire, c'est-à-dire de l'école maternelle, l'école primaire, avec même des collèges multilingues spécifiques. Et en bas, j'ai mis en jaune et en bleu 2 orientations de bilinguisme qui étaient pratiquées, le bilinguisme soustractif par certains centres et le bilinguisme additif. Qu'est-ce qu'on entend par bilinguisme soustractif? Le bilinguisme soustractif, c'est un bilinguisme qui consiste à commencer à enseigner avec 2 langues et progressivement en retirer une. Et vous imaginez laquelle? La langue nationale. Puisque le but est d'acquérir le français. Alors que le bilinguisme additif, c'est un bilinguisme qui maintient les différentes langues jusqu'à un stade d'apprentissage. Et donc, avec le bilinguisme soustractif, on abandonne progressivement la langue nationale. Dans ce cas, on utilise les langues nationales comme des relais pour aller vers le français. Alors qu'avec le bilinguisme additif, on fait vraiment des langues nationales, ce qu'on peut appeler des langues partenaires. Ce qui est quand même mieux pour tout le monde, j'ai envie de dire. Langue nationale, langue relais ou langue partenaire, vous avez ici la répartition avec ces différentes structures que j'ai présentées. Et vous voyez qu'il n'y a que les écoles bilingues État-OSEO qui sont vraiment dans ce bilinguisme de l'enseignement.
Avec ces écoles, la scolarisation se fait en 5 ans au lieu de 6 ans. Ça veut dire tout ce que ça veut dire. Et on en verra les conséquences dans les enjeux. Ces écoles bilingues ont mis en expérimentation des collèges multilingues, c'est-à-dire pour amener les élèves à continuer le bilinguisme jusqu'à l'âge de 16-17 ans. Et dans ces collèges multilingues, à la langue nationale numéro 1, on ajoutait une langue nationale numéro 2 de grande diffusion, ce qui faisait quand même un bilinguisme plus étendu, en plus de l'anglais et du français. Cette expérimentation, très positive, n'a pas donné lieu à une généralisation jusqu'à ce jour. Et c'est ce qui est désespérant. Et pourtant, il y a les enjeux de l'enseignement bilingue au Burkina Faso sont quand même assez importants. Ils vont de la réussite scolaire à la gestion du pouvoir d'État. La réussite scolaire. L'enseignement monolingue a montré ses faiblesses et ses limites, alors que cette expérimentation de l'enseignement bilingue a montré que il était plus facile pour les enfants de réussir scolairement. Pourquoi? On le sait. Parce que apprendre une langue étrangère, apprendre des savoirs fondamentaux, quand cela passe par des acquis d'une langue première, ça va beaucoup plus vite. Donc la réussite scolaire est garantie. Les enjeux économiques. Avec l'enseignement bilingue, il y a des chances qu'on puisse former un plus grand nombre de Burkinabés qui pourront être des acteurs et des actrices pour l'économie. Alors que ce qui se passe avec cet enseignement monolingue élitiste, très élitiste par la force des choses, beaucoup d'élèves sont éjectés dès l'école primaire et n'ont plus de centre de formation. Que deviennent-ils comme citoyens burkinabés participant à l'économie? Deuxième enjeu économique, l'accessibilité économique. Je l'évoquais à l'instant. L'enseignement bilingue coûte moins cher à moyen et long terme. À court terme, il faut investir. Mais si on investit, cet investissement profite aussi au pays. À moyen terme et à long terme, c'est très économique puisque à l'école primaire déjà, on fait l'économie d'une année d'enseignement. Alors peut-être qu'il faut préciser qu'au Burkina Faso, puisque l'enseignement est fait exclusivement en français, quand les élèves rentrent au CP, il y a 2 CP. Il y a un cours donc, préparatoire première année, cours préparatoire deuxième année. Il faut 2 ans pour apprendre à lire et à écrire. Et déjà, c'est un exploit si on arrive à le faire. Donc 6 ans à l'école primaire, alors qu'avec l'enseignement bilingue, ils peuvent faire 5 ans sans aucun problème. Et les résultats des examens nationaux passés en français avec les autres élèves montrent que, au mieux, ils sont aussi bons, ils réussissent aussi bien que ceux qui ont fait 6 ans, sinon mieux. Donc, accessibilité économique. Qu'on ne parle pas de problème de moyens. Ce n'est pas une question de moyens. Les enjeux socio-culturels. Il y a beaucoup d'enjeux socio-culturels. Cet enseignement bilingue permet la réduction du fossé entre le système éducatif monolingue, l'école, et les réalités socio-culturelles des élèves. Imaginez un instant, vous allez à l'école, toute votre vie à l'école, au village, tout est en français. On est dans un univers avec des représentations culturelles associées essentiellement à la langue française. Vous retournez chez vous, vous êtes dans d'autres représentations culturelles. Comment faire le pont entre ces 2 types de représentations culturelles du monde complètement différentes? Donc, l'enseignement bilingue permettrait de réduire ce fossé-là. Ça permettrait de réduire un autre fossé non négligeable, le fossé entre les élites, qui ne sont pas nombreuses, pétries de langue française, et une grande partie de la population exclue de cet univers de la langue française. On se retrouve donc avec des élites qui
sont valorisées au détriment d'une grande partie de la population qui se sent complexée parce qu'elle n'a pas eu la chance de fréquenter jusqu'au bout l'école du blanc, comme on peut dire souvent. Donc réduction de ce fossé aussi. Une langue de scolarisation, on le sait grâce aux spécialistes qui travaillent sur cette question, une langue de scolarisation a deux finalités. L'insertion scolaire, ce que la langue française fait bien, l'insertion scolaire, mais également l'intégration sociale, ce que la langue française ne peut faire au Burkina Faso. Et donc, on peut régler ce problème avec l'enseignement bilingue. Et puis, dernier élément que je retiens pour les enjeux socio-culturels, la réduction de la diglossie dont on a parlé précédemment, diglossie entre la langue française et les langues nationales. Que cet enseignement bilingue permette aux Burkinabés de se représenter les langues nationales autrement, pas inférieures à la langue française, équivalente à la langue française, parce que tout système linguistique en vaut un autre. Les enjeux politiques. Deux enjeux politiques que je retiens. D'abord, à propos de la vie démocratique. La vie démocratique au Burkina Faso est une vie démocratique à l'occidental, en français, essentiellement. Comment voulez-vous que la majorité de la population qui est non francophone puisse comprendre ce système démocratique et aller élire démocratiquement un président ou une présidente? Et c'est ce qui permet des élections démocratiques comme on les connaît. Cela permettra aussi l'enseignement bilingue de sortir tous ensemble, et le tous ensemble concerne aussi bien les Burkinabés que les États qui ont colonisé le Burkina Faso. Donc ce tous ensemble nous concerne tous, sortir de ce qu'on peut appeler le complexe colonial de supériorité de la langue française par rapport aux langues nationales. On pourrait dire, en m'écoutant, que est-ce que l'enseignement bilingue au Burkina Faso ne serait pas une utopie? Peut-être. Mais on peut prendre l'exemple du Kenya. La politique linguistique du Kenya et son système scolaire. J'ai pris ici deux citations d'une thèse de doctorat qui a été soutenue en 2022 dans notre université par un Kenyan. Le Kenya est un pays plurilingue avec plus de 42 langues locales, hérité du colonisateur britannique. En tant que langue officielle, l'anglais est la langue de l'enseignement, sauf pour l'enseignement du Kishwahili et des langues étrangères. C'est la langue des médias, bien que des médias existent en d'autres langues, les médias en anglais dominent. Langue de l'administration, avec le Kishwahili, langue nationale et officielle à la fois et aussi ethnique. Donc au Kenya, l'anglais est non seulement appris, mais il est aussi acquis dans le milieu de l'apprenant de manière non grammaticale. Voilà cette situation de multilinguisme du Kenya. Comment fonctionne ce système éducatif? Selon Richard Arina Okonda, que je cite, à l'école secondaire, les élèves ont à peu près 15 ans, l'apprenant maîtrise déjà l'écrit en anglais, en Kishwahili et en sa langue vernaculaire, c'est-à-dire sa langue première. Les compétences écrites en ces langues sont plus ou moins bien maîtrisées parce que toutes les trois langues sont pratiquées dans le contexte quotidien et immédiat dans lequel l'apprenant vit et apprend. Le français est donc le quatrième code linguistique appris, le contexte de son apprentissage étant alloglotte, donc comme langue étrangère. Voilà donc un exemple qui existe en Afrique. Donc, ce n'est pas une utopie. L'enseignement bilingue au Burkina Faso n'est pas une utopie, est réalisable. Il y a des projets qui vont dans ce sens. Je vais vous parler très rapidement d'un projet qui s'appelle le projet ILAD à l'université de Kara, Togo. C'est un projet de création d'un institut international de langue appliquée au développement durable. C'est le fruit d'une réflexion collaborative
entre des enseignants-chercheurs de l'université Paris-Cité, dont je fais partie, de l'université de Kara au Togo et de l'université Joseph Kizerbo de Ouagadougou au Burkina Faso. Qu'est-ce qui est envisagé dans cet institut? Une formation de type universitaire, licence, master, doctorat, avec 2 domaines, l'agriculture et la santé publique. Objectif, former des femmes et des hommes au maniement du français, des langues étrangères et des langues africaines locales. Doter ces hommes et ces femmes de compétences dans le domaine de l'agriculture et de la santé pour appuyer les initiatives de développement national, régional et international qui se heurtent aux problèmes de communication. Vous savez que quand les grandes institutions internationales décident d'aider des pays africains avec des projets et qu'on arrive sur place, ces projets ont été formatés dans les langues étrangères, tous les documents sont dans les langues étrangères et il faut aller dans les villages parce que c'est aux gens du village que profitent ces projets. Donc il y a un fossé communicationnel entre les promoteurs du projet et les bénéficiaires. Donc il faut des intermédiaires formés. En règle générale, ce qui se passe, on prend quelqu'un qui parle à peu près la langue et qui va aller traduire. Traduire sans être spécialiste, sans rien connaître dans le domaine de spécialité en question. Donc ce type de projet permet de pallier une telle situation. Et c'est donc une réponse innovante puisque ça consiste à repenser durablement le plurilinguisme et le développement. Et ça repose, et c'est ce qui m'intéresse dans ce projet, ça repose sur la langue officielle du Togo, le français. Le français, c'est une langue africaine, même si elle n'est pas d'origine africaine. Sur les langues vivantes étrangères présentes dans le système éducatif togolais, ils sont nombreux, anglais, elles sont nombreuses ces langues, anglais, espagnol, arabe, chinois, russe, et bien sûr sur les langues africaines locales, notamment le kabyé et l'évé. Utopie ou pas, pour moi, ça viendra un jour. C'est inéluctable. Donc, coq chante ou pas, viendra le jour. Pour moi, après la loi de 2019 au Burkina Faso sur les conditions juridiques d'officialisation des langues nationales, il est possible de faire un certain nombre de choses pour aller vers cet enseignement bilingue. L'officialisation des 3 langues, Moré, Dioula, Fulfulde, aux côtés du français. La constitution burkinabé est déjà traduite depuis 2006 dans ces 3 langues. Donc c'est tout à fait possible de les utiliser comme langue officielle dans l'administration, dans la justice et dans l'éducation. Dans ce projet, il faudra accorder une importance à l'évolution du français, langue africaine. Nous sommes un territoire multilingue, nous n'avons peur d'aucune langue. À partir du moment où le français est devenu une langue africaine, il faut suivre son évolution et en faire ce que nous voulons en faire, puisque cette langue nous appartient désormais en tant que locuteur-locutrice. Pour cet enseignement bilingue, il faudrait envisager une planification d'un dispositif qui va intégrer les langues nationales aux côtés du français, de la maternelle à l'université, de manière radicale, selon différentes modalités, bien sûr. Il faudra bien évidemment, et c'est possible, créer par anticipation des postes dédiés dans la justice, dans l'éducation et dans l'administration. Il ne s'agit pas de dire qu'on va faire de l'enseignement bilingue sans savoir ce que les élèves étudiants formés feront par la suite. Je pense aussi que cette généralisation de l'enseignement bilingue peut se faire, et pour moi, ce serait plus efficace de le faire de cette manière, sur la base de ce que j'appelle une politique de la tâche d'huile. Tout le monde sait comment fonctionne une tâche d'huile. Très progressivement, lentement, mais sûrement. Autrement dit, comme aussi le processus de changement linguistique, puisque nous sommes entre passionnés de la langue, nous savons tous comment une langue change. Une langue change à partir de l'introduction de quelque chose de nouveau, qui est atypique, que tout le monde regarde avec un peu de mépris. Et puis, progressivement, beaucoup de locuteurs, locutrices se mettent à utiliser cette forme. Pourquoi ? Parce que cette forme vient combler, en fait, un manque. Il y aurait une concurrence entre ces deux formes. Et si le changement linguistique intervient, la forme concurrente, qui est arrivée en deuxième position, peut l'emporter
sur la première et devenir la norme. Je pense qu'on peut faire quelque chose avec l'enseignement bilingue. Il y a beaucoup d'obstacles, il y a beaucoup de résistances, mais ces résistances, on peut arriver à les combattre progressivement en mettant en place quelque chose qui fonctionne très bien et qui finira par devenir la norme. En tout cas, il y a une condition incontournable pour que cet enseignement bilingue devienne une réalité. C'est une volonté politique implacable dans ce que j'appelle une souveraineté politique et économique à retrouver par le Burkina Faso. Pour redire autrement ce qu'un personnage dit dans Intouchable, pas de souveraineté politique et économique, pas de souveraineté linguistique. Cette souveraineté linguistique, cette souveraineté politique et économique, nous y sommes presque, j'ai envie de dire. Car après Thomas Sankara, vous le savez ou vous ne le savez pas, de nouveau, l'espoir renaît au Burkina Faso. Et cet espoir vient encore d'un capitaine, Ibrahim Traoré, qui bénéficie d'un soutien populaire à faire pâlir des présidents élus démocratiquement dans de grands États. Et ce soutien populaire lui vaut d'ailleurs un isolement de la communauté internationale, et c'est bon signe. Cela veut dire qu'il travaille pour l'intérêt de son pays. Cette souveraineté politique et économique est en marche, et ça déstabilise beaucoup d'États. Il manifeste une volonté active de restaurer l'intégrité du territoire burkinabé en utilisant les ressources du sous-sol pour acquérir des armes, pour restaurer cette intégrité. Il lutte, et personne n'en parle, à l'intérieur du Burkina Faso, contre la corruption qui a été instaurée par le démocrate Blaise Compaoré pendant 28 ans avant sa disparition. Il a une volonté incroyable de poser les bases d'un développement durable, même en temps de guerre. Et c'est ce qui m'intéresse ici, au service des populations burkinabées. Et je vous invite à écouter son premier entretien en tant que chef d'État burkinabé. C'est édifiant. Si vous avez le temps, ça vaut le détour. Parce que cet entretien n'a guère été relayé par la presse internationale. Ce développement qu'il est en train de mettre en place passe par deux choses. Le recours à des solutions endogènes, comme ce qui se passe avec la guerre contre le terrorisme. Ce sont des solutions endogènes qui sont envisagées et qui déstabilisent beaucoup de pays. Ce développement durable passe aussi par la gestion des langues nationales dans un plurilinguisme équitable et durable qui inclut, j'insiste, le français standard et le français langue africaine dans le système éducatif burkinabé. Pour clore cette première partie de notre échange, je dirais que l'absence d'un enseignement bilingue généralisé, pour moi, est à la fois une anomalie institutionnelle, sociolinguistique et idéologique. On peut toujours louer le mérite du monolinguisme en prenant comme exemple la France, avec une seule langue, avec un développement, grâce à cette langue, une unification de la population, la cohésion sociale, etc. Mais encore faut-il que le Burkina Faso ait une langue issue d'une évolution interne, ce qui n'est pas le cas. Peut-être que ça viendra avec le français, peut-être que nous aurons notre Nouchi burkinabé, et à ce moment-là, ça deviendra une langue qui sera représentative de tout le Burkina Faso. Mais en l'état, la scolarisation de toute la population en français, c'est une mission impossible au Burkina Faso. Absence d'un enseignement bilingue, pourquoi? Manque de volonté politique et absence de souveraineté politique. Mais un espoir, parce que les crises profondes, on l'a vu avec le Covid, on le voit au Burkina Faso avec le terrorisme, ça permet des sauts qualitatifs. Et ce que le Burkina Faso est en train de vivre en ce moment peut permettre un véritable chantier dans le cadre d'une coopération entre le Burkina Faso, qui retrouve sa souveraineté, le Mali, qui retrouve sa souveraineté, la Guinée, qui retrouve sa souveraineté, et bientôt, j'espère, mais ça n'engage que moi, le Niger. Cela permettra au Burkina Faso, en tout cas, d'utiliser les importantes richesses du sous-sol, parce qu'il y a beaucoup de richesses du sous-sol au Burkina Faso.
pour la défense de l'intégrité territoriale et dès que possible pour un développement durable qui passe par une refondation du système éducatif avec l'intégration durable des langues nationales. Tant qu'il y a la vie, il y a de l'espoir. Et quand je parle d'espoir politique pour le Burkina Faso, je pense évidemment au capitaine Thomas Sankara, président de 1983 à 1987, à qui je laisse le mot de la fin, qui nous dit ceci: après 2 ans de révolution spectaculaire, il ne s'agit pas simplement de dresser des bilans que nous n'avons aucune envie de trompeter, mais de la certitude acquise au cours de ces 2 années de lutte aux côtés du peuple burkinabé qu'il s'est passé ici au Burkina Faso des preuves qu'il est désormais possible de bâtir un monde nouveau à la condition de vouloir l'édifier sur des bouleversements considérés jusqu'ici comme inimaginables. À la condition aussi de parvenir à associer à ces transformations le plus grand nombre. Je vous remercie de tout cœur de votre écoute et je le dis dans toutes ces langues. Aniki Anjula, Nimeso Barka Puro Andagara, Barka Amore, et puis bien sûr en français, langue africaine. On est ensemble, Yafoi, allons seulement. Merci. Merci Pascal. Dans la tradition de Middlebury, j'invite les étudiants et étudiantes à poser les premières questions. Pascal. Oui, bonsoir, merci encore pour la présentation très informative et très édifiante, quelque chose comme ça, mais avec le choix des langues des partenaires officiels, le TOA, il y avait de résistance d'autres langues ou d'autres groupes de cette sélection. Alors, le choix, il n'est pas encore officiel. Mais cette tendance est là depuis toujours. Quand vous voyez comment la part d'audience accordée à ces 3 langues dans les informations, dans la vie politique, socio-économique, ça ne pose pas de problème. Personne ne peut remettre en cause la pertinence du Moré, du Djoula et du Fulfulde comme représentative de cet espace politique qu'est le Burkina Faso. Par contre, bien sûr, tout le monde est attaché à sa propre langue. Et au Burkina Faso, chacun et chacune veut que sa langue devienne peut-être langue officielle. Parce que ça va permettre à sa langue d'être sur la scène internationale. On peut vivre d'utopie aussi, c'est possible. Mais si on veut faire une politique linguistique, on est obligé de faire des choix. Ces choix, il faut les expliquer. Prendre le temps de les expliquer en respectant le droit linguistique. C'est-à-dire que ces 3 langues, on ne va pas les privilégier de manière absolue. Ces 3 langues vont avoir une fonction, des fonctions précises. Mais les autres langues auront également des fonctions locales, des fonctions nationales. Toute langue n'est pas destinée à devenir officielle ou internationale. Mais il y a toute une dynamique pour arriver à faire comprendre cela. En gros, il faut faire une politique linguistique intelligente qui respecte le droit linguistique. Et en règle générale, ça marche. Oui. Vous avez dit que ce n'est pas possible que le système éducatif peut avoir un système bilingue partout, mais si ce sera possible, qu'est-ce que vous pensez c'est la meilleure façon d'enseigner bilingue, plurilingue,
subtractif ou additif? Parce que vous avez différentes façons de faire. Oui. Alors, moi, je n'ai pas d'a priori. Je pense que en fonction des situations, en fonction des régions, on peut envisager des formes d'enseignement bilingues diversifiées. On n'est pas obligé de faire la même chose dans toutes les écoles. Vous avez vu qu'au Kenya, la langue maternelle, la langue vernaculaire, elle n'est pas enseignée dans toutes les écoles. Elle va être enseignée dans des localités, d'autres langues vont être enseignées dans d'autres localités. Pour la question du bilinguisme soustractif ou bilinguisme additif, là aussi je serais prudent. On peut utiliser le bilinguisme soustractif dans certaines conditions, dans certains cas. Mais pour moi, à l'échelle du Burkina Faso, à l'échelle du développement international du Burkina Faso, j'ai envie de dire familièrement, il n'y a pas photo entre le bilinguisme soustractif et le bilinguisme additif. Il faut aller vers le bilinguisme additif, parce que le bilinguisme additif respecte le droit linguistique de ceux et celles qui n'ont pas pour langue maternelle, langue première, le français. Oui. Officielle. Officielle. Oui, mais aucune de ces langues n'est officielle dans mon tableau. Le français est la seule langue officielle. Pour l'instant, il n'y a pas de langue nationale officielle, sauf si je n'ai pas compris votre question. Oui. Pourquoi la Corée, la Guinée et la Grèce sont considérées les langues nationales et pas les autres langues qui sont plus hautes, qui ont un poids plus grand et un tas de description plus grande? Oui, peut-être que je me suis mal exprimé, mais en fait, toutes les langues burkinabès sont considérées comme des langues nationales. Oui. Je peux peut-être aider. Dans le tableau, il y avait par exemple une langue, j'avais remarqué aussi qu'il y avait 700 000 habitants à la parler. Oui. Et j'avais la même question, en fait, c'est pour ça que c'est-à-dire je fais équipe avec elle. Hein. il y avait une je pense que c'est le deuxième, troisième. C'est le Goulman Schéma. Oui. Il y a 726 000 et 10 dans l'état de description, il y avait 10. Oui. Et je m'étais posé la même question. Pourquoi celle-là, le statut n'arrive pas au même statut que le Mouret? D'accord, je comprends, c'est ma faute. Ouais. En fait, ce que j'ai mis en rouge, ça ne veut rien dire sur ce tableau. J'ai attiré l'attention sur le fait que ces trois langues-là, elles peuvent être officialisées. Pourquoi pas celui-là? Mais parce qu'il y a les critères. Je ne sais pas si vous avez vu les critères, les 5 critères qui sont cumulatifs. Ce n'est pas que le poids démographique. Il y a d'autres critères. L'état de la documentation scientifique. Oui, ça existe. La langue transfrontalière. Alors, on a trois langues frontalières. État de la description, sous-commission et plus-value sociale. La plus-value sociale, ça veut dire, si on fait du Goulman Schéma une langue officielle, qu'est-ce que ça apportera de plus au Burkina Faso? On peut lui accorder un autre statut, mais par rapport au Moré, au Fulfulde, au Djoula, le Djoula est très véhiculaire. Très très véhiculaire en Afrique de l'Ouest. Le Moré, c'est une langue très majoritaire au Burkina Faso. Et le Fulfulde, c'est la seule langue majoritaire dans le nord du Burkina Faso. Donc, si on veut remplacer le Fulfulde, même pas le Fulfulde, le Djoula,
le Djoula, pas le Gulmachema, le Djoula a une plus-value sociale infiniment plus importante que le Gulmachema. Ouais. Bon, de toute façon, ce n'est pas encore fait. Ce sont des critères. Mais je comprends. Il y a quelqu'un qui voulait poser... Oui. C'est vrai que le français a changé la dynamique économique ou socio-politique en Burkina Faso. Par exemple, les participations dans l'organisation globale ou les autres pays qui sont dans une alliance avec Burkina Faso, par exemple. Est-ce que le français a changé quelque chose? Cette dynamique, oui. Au Burkina Faso? Oui. Le français a apporté plein de choses au Burkina Faso. C'est notre langue officielle, beaucoup de choses passent par le français et c'est la langue de communication internationale. C'est d'ailleurs pour ça que c'est complètement utopique d'envisager, plus personne n'envisage sérieusement aujourd'hui au Burkina Faso d'éliminer la langue française et d'étendre les autres langues. C'est absurde. C'est absurde. Il faut simplement donner à la langue française sa place et aux autres langues leur place. C'est une question de plurilinguisme équitable, équilibré, tout simplement. Comme dans la vie humaine, vie sociale, etc. Oui. Peut-être que vous avez déjà mentionné ça, mais est-ce que les langues, le Mouré, le Fulfulde, le Jula, est-ce que les alphabets sont proches? Est-ce que les langues sont proches? On peut, une personne qui parle juste le Mouré, puis moins ou plus comprend la personne qui parle le Fulfulde, ou est-ce que c'est complètement différent? D'accord. Alors, l'alphabet ou la langue? Moi, l'alphabet, c'est l'orthographe, c'est la transcription. Alors, du point de vue de la langue, ce sont des langues à part entière. C'est-à-dire que, même s'il y a des ressemblances, il y a des ressemblances, par exemple, entre le Moré et le Dagara. Parce que ces langues-là appartiennent à une même famille, sous-famille de langues. Un peu comme l'espagnol et le portugais et l'italien et le français, qui sont des langues romanes. Il y a une ressemblance. Mais ce n'est pas pour ça qu'on va dire que ce sont les mêmes langues. Donc c'est la même chose. Sur le plan de l'orthographe c'est particulier parce que ces langues n'ont pas une longue tradition d'écriture. Les traditions d'écriture sont récentes, elles datent à peu près d'une quarantaine d'années. Qu'est-ce qu'on a fait au moment des descriptions de ces langues? On a utilisé un alphabet qui est très pratique et que vous connaissez, qui s'appelle l'alphabet phonétique international. Avec cet alphabet phonétique international, il y a une correspondance entre son et graphie. Un son, une graphie, un graphie, une graphie, un son. Donc, ces langues ont été transcrites orthographiquement sur cette base, moyennant quelques modifications, bien sûr. Et on peut retrouver une ressemblance dans la transcription. Mais ces langues sont ce qu'on appelle aussi des langues à ton. Un peu comme le mandarin, si vous connaissez le mandarin. Ce sont des langues à ton, c'est-à-dire que dans ces langues, l'intonation a la valeur d'un phonème, c'est-à-dire que ça a une valeur significative. Si je dis par exemple en Djoula, ta, si je dis ta, ce n'est pas du tout la même chose. Ta, tomba, voyelle brève, c'est l'impératif du verbe prendre. Ta, ton haut, voyelle allongée, ça veut dire impératif, va, va-t'en. Et donc il y a des langues qui ont 3 tons, il y a des langues qui ont 4 tons, il y a des langues qui ont 5 tons. C'est pour ça que parfois, les langues sont parfois chantonnantes. Et on a l'impression d'écouter une musique quand on ne comprend pas ces langues. Donc ce sont des langues à part entière, en fait. Après, le système de transcription orthographique, bien sûr, est beaucoup plus simple que l'orthographe du français, qui a une longue tradition historique qu'il ne faut jamais remettre en cause. Même une loi qui essaye de proposer des tolérances, il y a de la résistance. Oui. Il y avait des autres pays dans le même endroit ailleurs que
n'ont pas adopté beaucoup de langues nationales et je pense que peut-être Burkina Faso c'est plus avancé que les autres pays autour. Et pourquoi vous pensez que votre pays c'est plus avancé en ce regard? Pourquoi les autres pays n'ont pas adopté autant de langues? Ouais. Je dirais que ça correspond à leur situation socio-linguistique, à leur histoire aussi. Et qu'au Burkina Faso, il y a eu toujours une tradition de prudence pour que ces différences culturelles ne deviennent pas des obstacles. Et pour tout vous dire, même sur le plan politique, quand un gouvernement, quel qu'il soit, quand un président veut mettre en place un gouvernement, le choix des ministres se fait en tenant compte de la diversité linguistique et culturelle. On fait en sorte qu'il y ait des représentants, représentantes de toutes les aires culturelles du Burkina Faso. Donc je pense que c'est cette tradition qui explique aussi cette prudence pour le statut de langue nationale. Et puis de toute façon, j'ai envie de dire, ça ne coûte rien. C'est un droit, simplement, qu'on accorde à des langues d'exister et d'être reconnues comme langue d'identité nationale interculturelle. Donc en tout cas, pour le contexte du Burkina Faso, ça va de soi. Il y a des personnes qui viennent d'autres pays africains, n'hésitez pas à intervenir pour dire pourquoi c'est comme ça au Kenya, pourquoi c'est comme ça à Madagascar, pourquoi c'est comme ça au Cameroun, par exemple, aussi, Haïti, etc. Oui. Je ne sais pas si c'est déjà l'heure que je vais poser ma question. Je ne suis pas étudiant, donc je demande la permission. Vous avez droit à la parole. Merci Armel. Je vous l'accorde. Est-ce que vous pourriez nous parler de la situation socio-économique un peu brièvement, et quelle la relation est-ce que vous pourriez faire entre cette situation socio-économique et les problèmes linguistiques et l'éducation? Parce que bon, je connais d'autres expériences où le niveau d'éducation, le niveau d'analphabétisme, la situation économique joue un poids extrêmement important. Cette diglossie dont vous avez parlé, c'est plus que la colonisation, c'est aussi la situation actuelle. Donc je ne sais pas si vous pouvez nous donner une petite idée de comment ça marche. Une petite idée sur une question aussi complexe. D'autant plus que je ne suis pas seulement linguiste, mais je suis aussi spécialiste de l'économie. Non. Oui, au Burkina Faso, l'économie burkinabé est une économie très 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 fragile, qui repose essentiellement sur l'agriculture. Il n'y a pas d'industrie en tant que telle. Il y a quelques manufactures de transformation, de quelques petites choses, pas d'industrie. Donc ça repose sur l'agriculture. Et quelle agriculture? Une agriculture pas mécanisée, contrairement à d'autres pays. L'agriculture est fondée sur le travail physique des familles qui vont cultiver leurs champs avec un outil qu'on appelle la daba. Je peux vous dire que si vous cultivez pendant 30 minutes avec la daba à 30, 40 degrés à l'ombre, la production céréalière ne va pas loin. Donc ça veut dire que nous n'avons pas grand-chose économiquement, pas d'industrie. Par contre, on a des ressources minières. On a beaucoup d'or, mais nous n'avons pas les moyens d'extraire l'or. Il y a des gens qui viennent extraire l'or, mais le fruit de cette extraction est très peu pour le Burkina Faso. On nous dira, c'est normal, c'est le libéralisme économique. Mais en attendant, le Burkina Faso a des richesses minières, mais il ne peut pas encore les exploiter. Donc cette diglossie-là, linguistique, elle est très importante au niveau individuel. Parce que comment on s'en sort au Burkina Faso? Essentiellement de deux manières. Soit en devenant fonctionnaire de l'État, et ça il faut passer par la scolarisation. Il faut faire partie de la petite élite qui va pouvoir aller jusqu'à, on va dire, au moins à l'université ou l'équivalent, pour pouvoir s'en sortir. La deuxième porte de sortie, c'est le commerce. Le commerce local, le commerce interrégional.
Donc pour moi, la question linguistique, elle est fondamentale. Elle est fondamentale parce que pour que dans ce pays qui a très peu de ressources exploitables par lui-même, les individus puissent s'en sortir, il faut au minimum qu'ils aient une bonne formation. Pas forcément pour devenir fonctionnaire, mais simplement pour avoir l'esprit ouvert, savoir ce qui se passe dans le monde et pouvoir arriver, eux, à frayer leur chemin. Donc, je pense que la situation économique, bien sûr, c'est un poids, mais la formation scolaire, exclusivement en français, non accessible à tout le monde, parce que bien sûr, dans la constitution burkinabé, l'école est obligatoire, etc., mais concrètement, il n'y a pas d'école dans tous les villages. Il n'y a pas de collège dans tous les villages. Donc, j'ai envie de dire, beaucoup de gens sont mal barrés. Je ne sais pas si c'était le sens de votre question. Oui, je me disais que tout ça comme construction en soi tenait, mais qu'il y a des situations concrètes. Je n'avais pas compris comment les situations concrètes dans le pays pourraient constituer une espèce de frein, ou bien qu'est-ce qu'il y a à mettre en place pour rendre ceci possible. Vous savez, la situation du Burkina Faso me trouve à une autre situation que je connais, c'est pour ça que j'ai posé la question. D'accord. Merci. Oui. Je sais qu'il y a beaucoup de sociétés qui sont polarisées, surtout depuis peut-être une dizaine d'années. Est-ce que l'identité nationale est assez forte au Burkina, où il y a des fractions sociales très profondes, des fractures? Ok. Oui, l'identité nationale est très forte. Sinon, le Burkina Faso aurait explosé déjà depuis 2015. Si vous saviez tous les assauts depuis 2015 dans les villages, aujourd'hui il y a des déplacés internes au Burkina Faso, dans tous les villages, c'est un cocktail explosif. Et on a essayé, je dis on a essayé, les terroristes ont essayé d'utiliser la possibilité d'une fracture sociale entre les habitants du nord et de l'est, qui sont essentiellement Fulfulde et musulmans, pour avancer, recruter des jeunes, leur donner de l'argent et des armes pour se retourner contre leurs compatriotes au Burkina Faso. Donc aujourd'hui, ceux qui combattent au Burkina Faso, ce ne sont pas des gens venus d'ailleurs. Ce sont des Burkinabés qui ont été enrôlés dans cette idéologie-là. Et donc, ça aurait pu dresser les Burkinabés les uns contre les autres. Et jusqu'à présent, il y a toujours eu des velléités, mais il y a toujours eu des gens, des communautés dans la tradition du Burkina Faso pour dire que nous sommes un. Et que ces personnes qui ont été enrôlées ne représentent pas la totalité des Fulfulde. Et ce n'est pas parce qu'ils sont Fulfulde qu'ils ont été enrôlés. C'est à cause de la crise économique, le taux de chômage explosif dans ces régions qu'ils ont pu être enrôlés. Et c'est d'ailleurs pour ça que l'actuel président du Burkina Faso essaye, quand ils ont mis en place un système pour demander à ces jeunes, parce que ce sont des très jeunes, leur expliquer que s'ils se rendent, il y aura une amnistie. Il y aura une amnistie, ils seront réintégrés. Et donc je pense que tout ça montre qu'il y a cohésion. Mais cette cohésion se fait au jour le jour. Ce n'est jamais garanti. Et il me semble que c'est parce que nous avons une longue tradition d'hétérogénéité linguistique et culturelle qu'on a l'habitude de vivre avec ces différences-là. Et c'est pour ça que je suis convaincu qu'il est plus facile d'avoir une cohésion sociale dans une longue tradition d'hétérogénéité culturelle qu'une homogénéité linguistique et culturelle apparente. Voilà. Oui. Est-ce qu'il y a eu des changements ou des initiatives sur le plan de la politique linguistique pour répondre au fait que l'anglais prend de plus en plus d'espace sur l'échelle internationale? Est-ce que la politique linguistique du Burkina tient compte de ça? L'anglais ne fait pas du tout peur au Burkina Faso, bien au contraire.
On cherche plutôt à faire en sorte que beaucoup de Burkinabés soient formés en anglais. Soit aussi bien formés en français, bien sûr, mais également en anglais. Parce qu'aujourd'hui, l'anglais est incontournable et c'est un fait. Et quant à la vie linguistique au Burkina Faso, il n'y a pas suffisamment de locuteurs, locutrices de la langue pour que l'anglais soit autant une mode qu'en France. Voilà. Donc ça ne perturbe pas. Et de toute façon, il y a plein d'autres langues qui perturbent les langues en Afrique. On est habitué, encore une fois, à vivre avec n'importe quelle langue. Je pense que quand on est dans une société multilingue, on comprend que une langue en vaut une autre. Si je peux me l'approprier dans une situation X ou Y, j'en fais ce que je veux. Donc, en tout cas, l'anglais ne pose pas de problème. Au contraire, il y a une volonté de faire en sorte qu'il y ait un maximum de Burkinabés qui maîtrisent l'anglais. Sur ce, nous allons terminer notre soirée et remercier Pascal. Merci encore à vous. Merci.